Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Eliana. Bonjour Ève. On se retrouve pour un nouvel épisode de nos 69. Exactement, alors là on repart un petit peu en arrière, on repart au 19e siècle. Exactement, on va parler d'un mécène, d'un grand homme, j'arrête pas de le dire, mais enfin c'est souvent des grands hommes qui ont contribué à l'histoire d'Israël. Celui-là est né à Strasbourg en 1826, encore dans une famille de rabbins alsaciens. Il s'agit de Charles Netter. Charles Netter qui est connu en Israël sous le nom de Karl Netter, comme Charlemagne, ici on l'appelle Carlus Magnus, Karl, et qui est très connu des Israéliens, il faut le dire, tout le monde raconte son histoire aussi. Voilà, c'était un des grands mécènes de la fin du 19e siècle, de l'époque de Rothschild, si je ne m'abuse, et qui a fait énormément pour la création de l'État d'Israël. Charles Netter va se passionner très vite pour le sort des communautés à travers le monde. Exactement, et puis donc il va s'installer à Paris en 1851, après avoir un petit peu voyagé dans le monde et avoir connu des communautés juives un peu partout. Et c'est l'affaire de Damas en 1840 qui va faire connaître la vie misérable des Juifs d'Orient. Voilà, exactement. Les Juifs français. Alors, Netter était déjà homme d'affaires. Il avait déjà amassé pas mal d'argent. Et il va faire cette affaire de Damas va lui faire prendre conscience. Un peu avant Dreyfus, de l'antisémitisme qui circule. Là, on est forcément en Europe de l'Est. Et il va décider de mettre son argent et son temps à disposition des Juifs. Non seulement ça, mais c'est aussi à travers l'affaire de Damas qui a lieu en 1840 qu'on a un peu plus tard la création de l'Alliance israélite universelle. Donc cette Exactement, Alliance universelle, c'est à son domicile parisien en 1859, à son domicile parisien qu'on vont avoir lieu les premières réunions qui vont aboutir un an plus tard, en 1960. À l'Alliance israélite universelle. Alors cette alliance, quel est le but de cette alliance ? C'est la création d'une agence dont la mission serait d'encourager les Juifs nécessiteux de leur donner d'abord de l'éducation à ces Juifs nécessiteux. Il faut savoir qu'à l'époque, le fer de lance de l'éducation, c'est l'éducation française. Donc c'est pour ça que vous rencontrez toujours un vieux juif irakien qui vous dit oui, j'ai étudié en français à l'Alliance. Donc donner une éducation et permettre en fait à ces juifs d'aller plus loin. Alors il faut rappeler qu'il a créé avec Adolphe Crémieux cette alliance. Célèbre Adolphe Crémieux avec son décret célèbre décret Crémieux. Mais il va aussi aller un peu plus loin, alors que l'Alliance israélite universelle n'a pas toujours été entre guillemets sioniste, puisque son but c'était de donner une éducation aux Juifs de par le monde. Eh bien, lui, il va penser encore un peu plus loin et il décide, il pense que c'est une bonne idée, de développer la vie en Eretz Israël, de développer la population juive en Eretz Israël, et c'est ainsi qu'il crée en 1870 Mikvé Israël. Mikvé Israël, dont Ben Gurion dira si Mikvé Israël n'avait pas été fondé, je doute que l'État d'Israël ait pu voir le jour. Alors c'est quoi Mikvé Israël ? Mikvé Israël, c'est d'abord une école dans laquelle on enseigne on enseigne l'agriculture, exactement. Donc c'est très très important à cette époque-là, puisqu'il faut rappeler que les Juifs, par définition, n'ont pas véritablement touché au monde agricole depuis de très très nombreuses années. Et là, comme on a un retour d'une population juive en Eretz Israël, et ce qu'il faudrait y faire, c'est un travail agricole. Le travail de cette école, l'enseignement de cette école est véritablement extrêmement important. Voilà, il va en être le premier directeur, Charles Netter, et il va consacrer une partie de sa fortune à Mikvé Israël. Et puis, pardon. Non, allez-y. Alors, il ne s'est pas arrêté là, même si c'est déjà énorme, il ne s'est pas arrêté là. Donc, il va être délégué de l'Alliance en 78 au Congrès de Berlin. Il va lutter en faveur de la reconnaissance des droits politiques pour les Juifs qui vont demeurer dans les nouveaux États créés dans les Balkans à cette époque. Et à la conférence de Madrid en 1880, il va réclamer une protection pour les Juifs du Maroc. Et en 1881, donc peu de temps avant les pogroms, il va séjourner plusieurs mois à Brody pour organiser l'œuvre d'assistance à l'émigration ou à la réinstallation des Juifs russes persécutés.
Donc véritablement, En Eretz Israël, bien sûr. voilà, il travaille toute sa vie à aider les Juifs, où qu'ils soient, dans le monde entier. Mais surtout, son travail, c'était l'amélioration de la vie des Juifs en Palestine et au progrès de leurs conditions d'existence dans ce pays à travers la pratique de l'agriculture. Voilà, de l'agriculture. Eh ben, merci Elena. Merci Ève. À bientôt. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.